sur les autorisations. Très bien, l'enregistrement lancé, on va pouvoir commencer. Je vois que vous êtes déjà très nombreux à être connectés. Merci d'ailleurs aux camarades d'accepter là, les gens pour éviter qu'il y ait des gens qui soient coincés dans la salle d'attente. Peut-être pour commencer, donc saluer le fait que c'est le 10e comité de suivi du Ségur numérique qu'on tient, hein. Je rappelle, le comité de co-suivi, c'est un moment privilégié où on vient rendre compte le plus en transparent possible à tous les représentants de l'écosystème que vous êtes, à la fois de ce qui a avancé, de ce qui fonctionne bien, et éventuellement des choses qui fonctionnent moins bien ou qui sont un peu en retard. Donc on fait ça 3 fois par an. On avait fait le dernier, je crois, au mois de janvier. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vous retrouvez toutes les informations sur le site de Ségur, hein, de l'Agence numérique en santé. Vous aurez donc à la fois les slides et puis l'enregistrement vidéo, le replay, pardon, qui sera mis en ligne, je pense, dans la journée ou d'ici demain matin. Avant de commencer, on voulait peut-être dire un mot. C'est toi, Olivier, Ouais. on voulait avoir une pensée particulière. Tout à fait. Alors bon, qui était au CNS hier le savent. En tout cas, c'est une triste nouvelle pour l'ensemble de la communauté. Donc Éric Vert, qui était directeur produits et software, mais qui a aussi endossé le rôle de représentant des industriels dans beaucoup des instances qu'on a partagées avec nombreux des industriels connectés. Donc voilà, dont on a aussi apprécié la qualité du dialogue, l'engagement, etc. Donc voilà, sans y passer plus de temps, on a quand même une pensée particulière pour sa famille aujourd'hui et dans ce moment voilà, de partage ensemble. Merci, une collègue pour ses collègues de software également. Oui, bien sûr, ouais, Marianne, tu fais bien de le préciser. Alors, on va faire un peu comme d'habitude. Donc, je rappelle, hein, merci de garder les micros éteints quand vous n'intervenez pas. On va faire comme d'habitude, on garde un temps de réponse à la fin. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure de la présentation, de mettre vos questions dans la conversation. Les amis ici présents, lorsque c'est faisable, apporteront des réponses écrites au fur et à mesure. Et puis, on prendra une dizaine de minutes à la fin pour répondre oralement si nécessaire. Si je dis un mot de l'ordre du jour aujourd'hui, on va être un petit peu comme d'habitude. On va tenter en 1h30 chrono un 360 degrés sur le Ségur numérique, un programme qui est quand même assez vaste. On reviendra comme d'habitude aux origines, hein, qu'est-ce qu'on cherche à faire et où est-ce qu'on en est dans cette trajectoire du Ségur numérique. On aura ensuite un deuxième temps où on viendra parler de cette vague 1, alors qui est plutôt terminée sur la partie sanitaire. On verra qu'on a encore des sujets à la fois de contrôle et d'usage et qui est encore en cours sur le secteur du médico-social. Et puis, la principale partie de ce comité de suivi, on va parler plutôt de l'avenir, hein, de cette deuxième vague qui a commencé à se lancer, qui va continuer à se déployer. Et on verra que c'est aussi pas qu'une question de logiciel, hein, il y aura tout un tas de sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Et puis, comme je le disais, on gardera un temps de réponse à vos questions. Alors, peut-être avant de commencer, on avait fait la même chose au mois de janvier. C'est bien aussi de regarder dans le rétroviseur pour apprécier ensemble tous les éléments qu'on a franchis depuis le dernier comité de suivi, hein, qui était en janvier. Donc, rappelez-vous, en janvier, on a franchi ce seuil des 250 millions de documents par an dans mon espace santé. On a eu la fermeture du guichet des commandes dans la vague 1 du médico-social. On a eu aussi la dernière fenêtre du programme SONES. Et puis, on a eu la publication, on va y revenir, hein, au journal officiel du premier dispositif vague 2 à l'hôpital, avec tout un tas d'autres événements, les 2 ans de mon espace santé, etc. Donc, tout ça en guise d'introduction pour apprécier le fait encore un semestre pendant lequel on, collectivement, avec tout l'écosystème, n'a pas chômé, hein, que ce soit sur à la fois les différents programmes qu'il a fallu terminer, et puis lancer les nouveaux, et puis évidemment tout ce que vous faites les uns et les autres sur le terrain. Une fois que j'ai dit ça, si je reviens du coup un peu à l'origine de l'ambition du Ségur, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais je vais le rappeler quand même, hein. Le but en une phrase, c'est de généraliser le partage des données de santé en France, le partage fluide et sécurisé, à la fois entre les professionnels et avec l'usager. Donc c'est à la fois ce qui est représenté dans le schéma qui est à droite, et puis de façon encore plus simple, ça va se traduire par quelques cas d'usage très très concrets dont le Ségur a la lourde tâche de les rendre finalement faisables à l'échelle, au quotidien en France. Ça veut dire, moi je suis patient, à chaque fois que je suis pris en charge, j'ai la copie numérique de mon document de santé qui arrive dans mon espace santé. Ça veut dire, lorsque je suis moi professionnel de santé et que le patient m'y autorise, je peux consulter cette information dans son profil dans mon espace santé. Ça veut aussi pouvoir dire, si moi je suis professionnel de santé, je reçois les résultats des examens que je prescris par messagerie sécurisée de santé.
Ça veut dire aussi, si je suis le médecin traitant et qu'un patient que je suis est hospitalisé, j'ai ces documents de sortie qui, là aussi, m'arrivent de façon très simple par messagerie sécurisée de santé. Donc, encore une fois, des usages finalement assez simples, mais pour lesquels la vraie mission du Ségur, c'est de passer à l'échelle. Je rappelle un mot sur la méthode, hein, au risque pareil de se répéter. On avait construit une trajectoire en 3 étapes, hein, ou 3 étages d'une fusée, si on veut. Donc d'abord, c'était doter tout le monde d'un profil Mon Espace Santé. Ensuite, ça, c'était le contenant. Ensuite, c'était de faire en sorte que ce contenant il se remplisse. Donc, c'était d'atteindre une masse critique de documents dans Mon Espace Santé. Et une fois que cette masse critique, elle existe et que cette information, elle est abondante, il faut faire en sorte que les professionnels puissent se saisir de cette information. Au-delà de cette trajectoire, hein, dans les marqueurs de méthode du Ségur, au-delà de l'aspect massif de l'investissement qu'il représente, hein, je rappelle, c'est un investissement de 2 milliards absolument inédit pour l'État, c'est de venir agir, et vous allez voir qu'on va continuer à le faire dans les 2 prochaines années, à agir de façon coordonnée sur différents leviers. À la fois pour venir financer la conformité et la mise à jour des logiciels, à la fois pour venir encourager les usages numériques et venir financer les transformations que ça induit chez les professionnels dans les établissements de santé, et puis de faire en sorte que le cadre réglementaire, il évolue finalement au fur et à mesure que ces usages apparaissent, et pas à l'inverse, c'est-à-dire on ne commence pas par rendre obligatoire en espérant que ça marche, on fait en sorte que ça marche, et ensuite on rend les choses obligatoires. Donc voilà, on rappelle tout ça, normalement, je pense qu'il n'y a pas grand nombre d'entre vous qui doivent découvrir grand-chose à ce stade-là. On va peut-être dire un mot maintenant des résultats, et je crois que je passe la parole à Pierre, si on parle du C'est ça. premier pas, c'était de faire en sorte que les patients se saisissent de leur espace santé. Ouais, tout à fait. Donc, dans cette partie sur doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé, donc effectivement, depuis 2 ans, on a ouvert presque 70 millions de profils Mon Espace Santé automatiquement, mais depuis le dernier COSUI et donc sur le dernier semestre, on a eu vraiment une très forte de très fortes activations de profils Mon Espace Santé avec 500 000 nouveaux profils chaque mois qui ont été ouverts. Donc, c'est l'équivalent d'une ville de la ville de Lyon qui, chaque mois, ouvre son profil Mon Espace Santé. Donc, ça donne au global sur la population 18,3% des comptes qui sont activés. Et en fait, si on regarde sur la tranche active, disons, de 25 à 69 ans, en fait, on est quasiment à 25%, donc un Français sur 4 qui a ouvert son compte Mon Espace Santé. Donc, la réalité, c'est de 22 à 24 en fonction des petites tranches d'âge. Sur les comptes Mon Espace Santé, donc c'est un produit évidemment numérique, donc vivant. Peut-être à noter la synchronisation avec le système national de gestion des identités qui nous a permis au premier semestre de gérer notamment tout le rattrapage des personnes qui étaient décédées, donc dont les comptes ont été fermés. Et également les changements des traits d'identité, donc nom, prénom, date de naissance éventuellement, hors sexe, qui sera fait plutôt sur le S2, donc pour une meilleure expérience des utilisateurs au sein de leur profil. Toujours dans ce premier petit pas et sur la slide suivante, Mon Espace Santé a continué d'évoluer, cette fois dans le contenu, donc un grand pas sur la prévention personnalisée. Il y a un décret qui a été publié le 24 mai dernier qui encadre du coup la possibilité de faire de la prévention personnalisée au sein même de Mon Espace Santé, donc notamment avec 2 fonctionnalités. La première, c'est de remplir les auto-questionnaires des bilans de prévention aux âges clés. Donc, c'est un dispositif qui donne à 4 tranches d'âge la possibilité de prendre un rendez-vous de prévention et de faire un peu un 360 de leurs habitudes de vie et de pouvoir en discuter avec un professionnel de santé. Et ce rendez-vous est basé sur un auto-questionnaire qui est complété au sein de Mon Espace Santé. Et la deuxième fonctionnalité, c'est vraiment de pouvoir pousser de manière proactive des messages personnalisés de prévention sur différentes thématiques qui sont en cours de cadrage, que ce soit sur la page d'accueil ou dans les parcours au sein de Mon Espace Santé. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on a choisi de mettre en opt-out, hein, comme pour la création de Mon Espace Santé, et avec toujours les principes fondamentaux qui sont sous-jacents à cette plateforme, c'est-à-dire de la transparence. Le titulaire du compte Mon Espace Santé pourra consulter pourquoi il voit ce contenu, hein, vous savez, avec la petite cloche un peu pourquoi je suis ciblé par ce contenu. Et évidemment, on garantit toujours le secret des correspondances, hein, donc la prévention personnalisée ne s'appuiera pas sur les données de la messagerie sécurisée. Et enfin, une annonce qu'on avait faite depuis un moment et qui est devenue réalité dans le produit, c'est la sortie de l'agenda
dans mon espace santé depuis avril. Donc, Agenda qui est en fait plus une sorte d'assistant personnel sur la prévention, puisqu'il centralise les rendez-vous, puis il donne aussi les rappels médicaux et des examens qui sont proposés, notamment sur la santé de l'enfant, les vaccinations, les dépistages de certains cancers. Et puis, voilà, vous avez une capture d'écran pour vous expliquer comment on peut paramétrer un rendez-vous et un rappel. Je vous laisserai le voir sur la slide. Et puis, si vous avez des questions, je serai à disposition. Voilà sur le premier petit pas. Merci Pierre. Donc, comme vous voyez, le premier petit pas avance bien. Non seulement les comptes sont créés, et donc maintenant tout le monde a mon espace santé, tout le monde ou presque, et en plus, il y a de plus en plus de personnes qui s'en saisissent. On avait ensuite un deuxième petit pas qui était finalement de faire en sorte qu'il y ait une information médicale suffisamment abondante dans les profils de mon espace santé. Tout à fait. Alors, cet objectif d'atteindre une masse critique, déjà, pour rappeler un peu comment on avait défini ce qu'on considère être une masse critique, sur une base estimée d'environ 500 millions de documents de documents de santé remis chaque année aux patients, on s'était fixé comme objectif d'atteindre ce rythme annuel de 250 millions de documents par an, rythme annuel bien sûr. Et cet objectif-là, premier élément, on l'a atteint en début d'année, en janvier, et ça a été vraiment un peu une belle récompense collective que l'on a eu l'occasion notamment de fêter lors l'anniversaire des 2 ans de mon espace santé. Et on voit là qu'on a presque dépassé les 300 millions de documents en rythme annuel récemment, mais on a eu ce petit fléchissement sur le mois de mai. Alors, deux éléments de remarque par rapport à ce petit fléchissement. On peut se dire qu'il y a un effet un peu saisonnier, conjoncturel. On peut regarder d'ailleurs le même mois de mai en 2023, on avait observé déjà ce petit, mais quand même, ça nous incite et ça nous invite à de la vigilance, et ça soulève la question, puisqu'il s'agit d'un effort pérenne que l'on doit surveiller et que l'on doit maintenir dans la durée. Du coup, de notre côté, du côté des pouvoirs publics, on se pose la question et on a initié déjà des premiers travaux de monitoring de l'ensemble de ces flux à différents niveaux, pour pouvoir vraiment piloter ça, puisque ça reste un indicateur phare et que les 250 millions ont été dépassés. Mais maintenant, il faut qu'on passe dans une optique nouvelle en vue de préparer le troisième petit pas qui arrive et dont on va parler Peut-être ça fait le lien du coup avec le slide suivant. C'est un peu mon rôle là, à chaque fois je vais vous donner la météo avant de rentrer dans le dur et le concret. Donc vous l'avez compris déjà, je pense qu'on le met à chaque fois. On essaye de garder le cap de cette stratégie des 3 pas là qu'a présenté Benjamin. Et donc là, on arrive dans le temps où on démarre vraiment très concrètement la vague 2. Alors à la fois, on dit on démarre très concrètement, mais ça va durer, hein, cette vague 2. Donc on est parti collectivement sur minimum 24 mois, donc il faut l'avoir en tête. Et donc là, on a plusieurs types de personnes qui sont connectées. Les premiers à se jeter dedans, c'est vraisemblablement les éditeurs. Il faut savoir que du côté des professionnels de santé, il y a au moins 12 mois probablement avant de voir les premiers effets concrets de cette vague 2 et très concrètement un déploiement massif à l'horizon des 24 mois. Donc voilà, c'est à la fois maintenant pour tout le monde et en même temps, il y en a qui vont devoir un peu attendre pour avoir évidemment les bénéfices de cette vague 2. Alors associé à ça, il y a évidemment, là, on est à un moment charnière, donc il y a le besoin de remettre de l'énergie. On sait que nous, et on en est un peu désolé, on a mis un peu plus de temps que prévu sur certaines instructions techniques. Donc voilà, on est aussi transparent des fois quand ça va moins vite que prévu. Ça a été le cas là. Franchement, désolé parce que c'était pas prévu non plus chez nous. Mais voilà, maintenant, les dispositifs hôpitaux sont sortis. Les futurs vont sortir pour la grande partie avant la fin de l'année, vous allez le voir. Et donc, il y a vraiment un besoin d'engager les ressources, surtout chez les éditeurs, là maintenant, pour remettre de l'énergie. Et ça fait le point juste après sur la planification. C'est hyper important. On l'a vu en vague 1, il y a des éditeurs qui sont arrivés 3 mois, 6 mois plus tard. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à rattraper ce retard. Et donc là, je pense que le truc le plus important, en tout cas si vous êtes éditeur, c'est d'anticiper, de commencer à regarder comment s'agence le Ségur avec vos roadmaps existantes, comment ça impacte la partie commerciale, la partie développement, la partie déploiement. Tout le monde n'est pas impacté de la même manière suivant les technos, mais par contre, c'est hyper important d'anticiper, y compris sur les points durs. Donc on sait déjà qu'il va y avoir des points durs. Il y en a eu en vague 1, typiquement la stabilité des logiciels, donc ça va probablement être un point dur en vague 2 aussi.
La SSI, c'est nouveau. Donc, comme c'est nouveau, on anticipe que ça va être un point dur également. L'intégration, vous avez vu, hein, le ProSanté Connect, on met beaucoup l'accent dessus. Donc, évidemment, nouvelle techno, probablement aussi un point dur à anticiper. Donc, on vous encourage vraiment là, à aller regarder. Alors, déjà, les docs hôpitaux qui donnent pas mal d'infos. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de prépublications. On va continuer à alimenter la machine là, mais anticiper, parce que c'est vraiment la clé de la réussite de cette vague. Et ensuite, un peu autre élément nouveau, va y avoir des changements qui vont être plus profonds sur le terrain de cette vague 2. On sent bien l'information du patient, son opposition ou non, c'est un élément clé qui va toucher tous les acteurs du monde de la santé. Et donc, on va avoir besoin de cet accompagnement. Et là, on ne s'adresse pas que aux éditeurs, mais à tous les acteurs territoriaux. Je pense notamment aux GRAD, aux ARS, etc. Et donc là, on va vraiment avoir besoin d'accompagner cette transformation. On a également des transformations sur l'usage de ProSanté Connect. Passer de la CPS à une ICPS, ça paraît bête, mais c'est de la transfo. On sait que sur les boîtes aux lettres MS Santé, on a encore des usages à accompagner, on a encore une organisation à accompagner. Donc voilà, on sent qu'on a ce passage à cette vague 2 et le fait qu'on oriente plus vers les usages va nécessairement aussi mobiliser plus de ressources sur la partie accompagnement. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle dès maintenant. Et puis, nous, de notre côté, on continuera de rester à votre écoute et puis de ne pas lâcher sur ces sujets. Merci pour la note d'ambiance. Effectivement, j'insiste hein, sur. On sait qu'on a collectivement devant nous là 2 ans pour réussir cette transformation. Il faudra qu'on entretienne la flamme en prenant en compte le rythme nécessaire hein, pour faire en sorte que ça soit visible chez tous les professionnels de santé. On sait que ça ne sera pas encore le cas sur tous les sujets tout de suite, mais on va garder le cap, comme disait Olivier. Maintenant, je vous propose peut-être de rentrer d'abord dans la première vague. Donc, c'est presque déjà un petit peu le passé, mais on va voir que dans le médico-social, c'est encore le présent. Peut-être juste pour vous rappeler dans ce panorama, hein, pour vous montrer tous les dispositifs qui ont été publiés dans cette vague 1 du Ségur. Et vous voyez assez vite que finalement, tout est aujourd'hui maintenant clôturé, les phases à la fois de référencement, de commande et d'installation, sauf sur le médico-social. Hein, je l'ai dit en introduction, on a passé ce semestre la phase des commandes. Donc maintenant, les commandes de mise à jour financées par l'État sont fermées dans le médico-social. Et on a jusqu'à fin d'année pour réussir la phase de déploiement. Mais Odile va nous en dire un mot sur la partie vague 1 médico-social. Oui, effectivement, merci Benjamin. Donc la vague 1 médico-sociale, comme vous le savez, la première partie du déploiement, donc la signature des bons de commande, est plutôt un succès, puisqu'on a près de 1 structure médico-sociale sur 2 qui se sont engagées dans le déploiement dans le programme SONS avec 20 800 ESMS. Je passe sur les unités parce que les chiffres en réalité bougent presque tous les jours. Donc un peu plus de 20 800 ESMS qui ont souscrit à cette vague 1. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette étape importante, les ARS, les GRAD, mais bien sûr les éditeurs, les fédérations, tout l'ensemble de l'écosystème qui a vraiment relevé ses manches pour arriver à ce score qui, un mois avant la fin de l'échéance, c'est-à-dire fin janvier, n'était pas du tout acquis, n'était pas du tout gagné. Donc c'est un vrai succès. Oui, tu peux passer à la diapo suivante. Merci Olivier. Donc tout ça s'est fait avec 59 solutions référencées au total à la fois pour MS1 et MS2. Vous avez le détail par catégorie, par sous-couloir en haut à droite de cette diapo. Dans la partie gauche, vous voyez donc, on rappelle les bons de commande et donc cet objectif qui a été non seulement atteint mais dépassé puisqu'on est à un peu plus de 100% de l'objectif qu'on s'était fixé. Maintenant, on est dans cette deuxième étape également très, très importante qui est maintenant le déploiement de tout ce qui a été commandé, donc le déploiement des mises à jour. Et comme le disait Benjamin, ça se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2024. Alors là, il va falloir aussi relever ses manches puisqu'on est plutôt en retard. Un peu moins dans le secteur des personnes âgées, puisqu'on est aujourd'hui à 32% en termes de taux de transformation entre les bons de commande signés et les VA déposés auprès de l'ASP. Aujourd'hui, en totalité,
Et là, c'est une situation au 3 juin, mais la situation à aujourd'hui, 19 juin, a pas beaucoup évolué. On devrait être, si on se dit qu'on est sur une évolution linéaire, comme ça a pu être observé dans les autres couloirs, on devrait être à un peu plus de 40% des ESMS qui ont signé un bon de commande pour lesquels il y a eu une VA déposée à l'ASP. Or, on est plutôt aujourd'hui entre 18 et 20% de ce taux d'avancement. Donc moins de retard dans le sous-domaine PA, mais retard très important, en particulier protection de l'enfance et PDS, mais aussi dans les services à domicile et pour les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc il va falloir encore une fois collectivement, tous ensemble, qu'on relève nos manches pour y arriver. On a commencé à mener un certain nombre d'actions, en particulier on fait un suivi des installations au travers de bilatérales entre l'équipe nationale, donc la task force médico-sociale, et les éditeurs, notamment en particulier ceux qui ont un volume de SMS les plus importants. Donc on démarre ça, on a commencé à mettre ça en place. On a fait aussi un retour d'expérience de la vague 1 qui nous a amené à rediscuter en particulier avec l'équipe de référencement, mais aussi avec l'équipe du CNDA pour essayer d'améliorer un certain nombre de choses à venir dans la vague 2. On avait pour faire ça questionné les éditeurs. Là en ce moment, on les questionne sur le bilan économique. Donc on attend le retour là pour la fin du mois de juin, pour le 28 juin, pour essayer de faire un bilan sur le plan économique de cette vague 1. Toujours pour accélérer le suivi des installations, on vient de diffuser aux ARS un courrier que les directeurs généraux d'ARS vont pouvoir envoyer à tous les ESMS de leur région pour les encourager à signer dans les meilleurs délais les VA SONS, mais aussi à réaliser les prérequis qui sont à leur main, qui sont à leur charge, et qui sont non seulement indispensables pour SONS, mais également pour le programme SMS numérique. Il s'agit notamment de la contractualisation avec l'ANS et de la commande des certificats. Ça, ce sont des étapes, des prérequis qui sont indispensables à la signature des VA. Et on voit que sur ce plan-là, on est aussi, alors sur les contrats, c'est pas trop mal, mais sur les certificats, on vient de passer la barre des 50%, donc on est plutôt assez en retard. On a aussi des actions de coordination avec les ARS et les grades, donc on est en train de partager respectivement les annuaires des contacts côté ARS grade et côté éditeur pour qu'il y ait plus de fluidité dans les échanges et aider les ESMS qui en ont besoin dans la résolution des difficultés. Et puis enfin, le rappel des échéances clés. On est en train d'essayer d'ouvrir un nouveau guichet de référencement sans financement pour la vague 1. La date est en train d'être calée. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, la date de fin pour la signature des VA, c'est le 19 décembre de cette année. Voilà. Merci Odile pour ce point extrêmement complet et encore bravo à tout l'écosystème. Hein. Je rappelle, dans cette vague 1, l'enjeu clé, c'était d'atteindre cette masse critique. On avait vu il y a 6 mois qu'on l'avait atteint sur le sanitaire. Là, on voit qu'on est toujours en course pour l'atteindre dans le médico-social et rendez-vous à la fin de l'année pour s'assurer que toutes ces commandes se sont bien transformées à la fois en installation et puis en début d'usage, comme on commence à le voir sur le sanitaire. Oui, j'espère qu'au prochain COSUI, on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer sur ce plan-là aussi. Voilà. On n'en doute pas. Du coup, c'est maintenant que je repars sur le secteur sanitaire, peut-être 2 choses, notamment vous dire, donc vous savez que les guichets ont été fermés en fin d'année. Et on voulait vous dire 2 choses, notamment parce qu'il y a à la fois l'Agence du numérique de santé qui poursuit les contrôles qui étaient prévus. Et puis, donc ça, c'est Jean-Christophe qui nous en dira un mot. Et ensuite, Sandra Malak nous parlera du service après-vente sur les usages. Hein. Rappelez-vous, on avait appelé ça Sentinelle, qui évidemment poursuit et même diversifie ses activités. On était parti dans une activité très médecin de ville et on est en train de l'élargir à l'ensemble des couloirs du sanitaire. Merci. Donc oui, effectivement, le sanitaire vague 1 s'est terminé en fin d'année 2023, notamment avec la clôture du guichet de financement. Nous sommes désormais dans le temps des contrôles. Hein, je rappelle des contrôles qui ont été prévus dans les textes réglementaires, DSR, AF, mais également dans la convention de référencement. Et je vais vous en dire 2 mots. Déjà, dans un premier temps, les contrôles dits a posteriori du versement de solde, qui sont là pour vérifier la bonne installation des logiciels chez les bénéficiaires des industriels. On est là pour vérifier le service fait, en quelque sorte.
par l'atteinte de cibles qui ont été clairement identifiées dans chacun des AF qui accompagnent les arrêtés de chaque SONS. Vous en avez un extrait ici sur cette diapositive. De quelle façon on opère ces contrôles? Cette exécution se fait sous l'autorité de l'ASP qui lance successivement les contrôles pour chaque SONS. 3 d'entre eux ont déjà démarré pour l'officine et pour l'hôpital, le référentiel d'identité et la PFI. L'agence de service des paiements a d'ores et déjà contacté l'ensemble des industriels qui sont concernés par ces contrôles. En l'occurrence, certains d'entre vous ont certainement reçu un message détaillé avec l'ensemble des cas qui concernent éventuellement un recouvrement. Mais alors attention, vous avez le temps dans la période d'intercontrôle qui va durer 3 mois, qui vous permettra d'apporter un certain nombre d'informations, voire de corrections, et puis ensuite une période de 2 mois supplémentaires pour éventuellement de nouveau échanger avec nous et avec l'ASP en particulier, et le cas échéant, encore 2 mois pour pouvoir éventuellement avoir un recours. Tout ça pour vous dire que vous avez le temps sur ces contrôles-là. Ça reste du sérieux quand même, parce qu'évidemment, vous devez répondre sur les KO, en tout cas sur les cas que nous avons identifiés. Et puis nous sommes, nous, du côté ANS, notamment avec la relation éditeur, à vos côtés pour pouvoir vous accompagner, notamment lorsque vous avez des interrogations sur les messages qui vous sont partagés. Les prochains contrôles s'adresseront à la partie biologie avec le SGL, pour la radiologie avec le RIS, et in fine avec le SGC, sur un calendrier qui vous sera précisé ultérieurement. Ça, c'est pour les contrôles a posteriori. Et sur le deuxième type de contrôle concernant les audits de conformité, là, il s'agit d'opérer par échantillonnage des audits sur site, là cette fois-ci, où nous allons vérifier si les logiciels installés dans les établissements de santé ou auprès des médecins ou auprès des victimes un peu plus tard répondent correctement au référentiel d'exigence Ségur pour lequel les industriels ont été financés. Donc on se retrouve ici sur un dispositif qui est un peu différent. Comme je le rappelle, je vous l'ai dit, on sera sur site. On est environ sur une durée de 3 mois. Tout ça est préparé en concertation avec l'éditeur et avec les sites sur lesquels nous nous déplaçons, avec des conventionnements qui s'installent. Pour l'instant, nous sommes en phase pilote, puisque nous avons opéré deux types d'audits actuellement, un pour l'hôpital et un pour la partie ville. À l'issue de ça, il y aura forcément, j'imagine, un REX que nous pourrons vous partager. Mais en l'état, effectivement, maintenant, aussi, vous aurez ces audits post-référencement, notamment pour la vérification de la conformité, qui seront opérés. Merci Jean-Christophe. Donc ça concernait, on va dire, la fin administrative du traitement de la vague 1. Si maintenant on parle plutôt du terrain et des usages avec Sandra et l'extension du domaine de Sentinelle. Merci beaucoup Benjamin. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de vous parler précédemment de Sentinelle et cette démarche qu'on avait mise en œuvre pour se donner les moyens d'écouter ce qui se passait sur le terrain, de comprendre les difficultés d'appropriation des usages et essayer d'y trouver collectivement des solutions. Et jusque-là, on était très orienté médecine de ville et donc je ne reviendrai pas sur ce qui avait déjà été mis en œuvre, mais qui avait permis véritablement le décollage des alimentations de mon espace santé en médecine de ville. Et on s'est rendu compte que finalement, au-delà de la médecine de ville, il y avait des enjeux qui étaient parfois spécifiques à certains autres couloirs et des enjeux qui étaient parfois assez transverses. Et ce qui nous a amené à réfléchir aux modalités d'adaptation pour que tous les professionnels qui voient des difficultés dans leurs usages en rapport avec nos services socles puissent également avoir l'espoir de trouver des solutions. Donc c'est comme ça qu'on a élargi la démarche et donc vous voyez quelques exemples des différents points qui ont été soulevés dans les différents couloirs. Alors l'INS se retrouve à travers plusieurs couloirs avec plus ou moins de difficultés, mais il y en a certains qui sont parfois très, très spécifiques, tels que les enjeux de structuration et d'interopérabilité du CDA en biologie, tels que l'enregistrement des préparateurs en officine dans le RPPS+, tel que le VSM en médecine de ville qui a fait l'objet de travaux spécifiques. À l'hôpital, on est sur des enjeux de dématérialisation également assez forts et transverses. En imagerie, les serveurs de résultats qui posent des interrogations. Donc ça, c'est les questions plus spécifiques. Et puis de façon très transverse, on a commencé à se dire, bah oui, mais tiens, sur la MSS, il y avait des enjeux qui étaient en médecine de ville, mais tiens, on les retrouve aussi en biologie, on les retrouve aussi en officine, en médecine de ville. Et donc finalement, on a également ces travaux très transverses, notamment autour de l'annuaire. Donc certains enjeux qui nous ont amenés à penser la nouvelle version du référentiel opérateur qui sera mis en œuvre le 1er janvier 2025, avec notamment des mécanismes de délégation, y compris sur les balles personnelles ou organisationnelles, et la possibilité de créer des boîtes aux lettres MSS, y compris pour des structures sans finesse organisationnelle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau que nous ouvre ce référentiel. On a également des enjeux de
trouver la bonne MSS du correspondant à qui on veut écrire. Et donc là, on savait que certains professionnels avaient parfois des MSS dont ils n'étaient pas nécessairement informés, dont ils n'avaient pas nécessairement choisi la création. Et donc là, on a plusieurs actions en cours. Il y a une campagne DNS en cours auprès des médecins de ville, mais il y a également une campagne de dépublication des MSS inutilisés. Donc, on écrit systématiquement à ces professionnels qui ont des MSS qui n'ont pas servi depuis 45 jours en leur proposant de les dépublier. Il y a actuellement des travaux de finalisation du panorama de l'offre MSS. C'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps, de savoir quelles sont les MSS existantes actuellement en France, quelles sont leurs caractéristiques respectives et du coup, selon que je sois en officine, en EHPAD, quelle est la MSS qui correspond le mieux à mes besoins. Il y a des travaux assez fondamentaux en cours également hors MSS sur le sujet des certificats. Et puis, un point sur lequel on reviendra dans un instant, qui sont les fondamentaux, qui sont des principes opérationnels autour du partage de nos données de santé. Sou vous détaillera ça dans un instant. Donc, c'est pour vous dire que les travaux continuent. On reste à l'écoute des besoins du terrain et des professionnels et toujours sur le pont pour essayer de trouver ensemble les bonnes réponses. Merci Sandra. Donc à retenir, je pense que c'était un aussi des marqueurs de la méthode Ségur. C'était on ne se contente pas de déployer des dispositifs, on va essayer de continuer à avoir ce souci du service après-vente et s'assurer que les usages démarrent bel et bien. Et puis on se met entre guillemets à portée d'engueulade du terrain pour à la fois capter les retours et puis essayer d'apporter progressivement des réponses. Et les bonnes nouvelles parfois. Et des bonnes nouvelles parfois, tout à fait. Donc voilà, on a parlé de la vague 1. Maintenant, je vous propose qu'on parle à la fois de la vague 2, mais plus largement de la suite du Ségur numérique. Je le disais en introduction, en fait, une des méthodes du Ségur, c'est d'agir en parallèle sur différents leviers pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc vous l'avez compris, finalement, si je suis positif, il ne nous reste plus qu'un des 3 petits pas. Donc on a bientôt fini. C'est probablement peut-être le petit pas qui va être le plus... qui représente la transformation la plus intense. Donc on n'est évidemment pas au bout de nos peines. Et c'était déjà ce qu'on avait fait en vague 1, mais ça sera encore plus clé, plus important en vague 2. Il va falloir qu'on agisse pour accompagner efficacement cette transformation sur les différentes briques à aligner pour qu'on atteigne finalement cet usage qui est le professionnel. Il peut consulter simplement cette information qui est maintenant abondante de façon numérique. Donc ça veut dire agir sur ces différentes briques. Si je pars du bas, il y a un socle indépassable de sécurité minimale à atteindre, sinon il n'y aura pas à la fois de confiance dans le système et puis de partage fluide et sécurisé des données. Il faut évidemment que la couche logicielle suive. Pour que ça marche, il faut que mon logiciel sache le faire. Donc ça va être vraiment la mission et la raison d'être de la vague 2 des systèmes ouverts et non sélectifs du Ségur numérique. On va venir financer une deuxième phase d'équipement logiciel conforme des professionnels et des établissements. Et on sait que même tout ça, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi qu'il y ait un certain nombre d'évolutions dans les pratiques, de transformation des organisations, des modes de travail, qui là aussi vont être accompagnés, un peu comme on l'a fait en vague 1, par des dispositifs où on va venir inciter financièrement à ces usages numériques. Et donc finalement, c'est bien la somme de toutes ces briques et l'alignement de toutes ces briques, y compris dans le temps, qui va permettre, in fine, l'apparition des usages, et non pas des usages ponctuel ou dans une forme de preuve de concept. On sait qu'aujourd'hui, on peut déjà, par exemple, en ville, consulter le DMP, on peut déjà le faire par l'interface web, mais de le faire de façon réellement massive à l'échelle et au quotidien par l'ensemble des professionnels. Donc, une fois qu'on a présenté un petit peu cette pyramide, je vous propose qu'on rentre dans chacune de ces couches. On va commencer par la couche logicielle avec l'enjeu de mise à jour des logiciels des professionnels. Donc ça, c'est les fameux SONS de la vague 2. Alors, pour rappeler très rapidement l'ambition de la vague 2, je l'ai dit, le cœur, c'est la consultation de l'information. Ça veut dire savoir consulter le plus souvent directement depuis mon logiciel l'information qui est disponible dans l'espace santé de mon patient. Ça veut dire aussi, je vais recevoir de plus en plus souvent des informations, de l'information médicale par MS Santé. Et donc, comment j'intègre là aussi le plus simplement possible ces documents dans mon logiciel, dans mon dossier patient local. Comment on vient renforcer la SSI. Je rappelle, en vague 1, on avait plutôt fait une phase de diagnostic pour savoir où en étaient les éditeurs. Là, en vague 2, on vient imposer des exigences. Et puis, cette vague 2, elle a aussi le boulot d'une forme aussi là, de SAV technique de la vague 1, notamment avec tout ce qu'a ramené Sentinel et tous les retours que nous ont fait les utilisateurs professionnels. Comment on vient aussi améliorer la qualification de l'INS, l'alimentation du DMP. Et cette vague 2, elle va se baser sur un
un périmètre qu'on étend un petit peu, ça vous le savez déjà, mais on vous l'a remis pour mémoire. Des types de logiciels qui étaient déjà couverts par la vague 1 sur lesquels on va faire un deuxième incrément de mise à jour, et puis des nouveaux périmètres, à la fois avec de nouveaux métiers dans le secteur de la ville, sage-femme, paramédicaux, chirurgien dentiste, et puis aussi sur l'imagerie, on avait traité le RIS en première vague, et là, dans la deuxième vague, on va continuer à travailler avec le RIS, mais on va aussi travailler au partage des images médicales avec le projet Dream. Et puis, dernier point d'évolution, évidemment, le périmètre des documents Ségur, il va aussi évoluer entre la vague 1 et la vague 2. Notamment, rappelez-vous, on vous l'avait présenté au précédent COSUI, on est venu mettre à jour l'arrêté qui vient fixer la liste et les dates d'entrée en vigueur des obligations de partage par voie numérique des documents de santé par les professionnels. Et donc, évidemment, là, cet arrêté, il a été, je crois, publié au journal officiel le mois dernier. Et donc, on vient aussi, en conséquence, étendre ce périmètre pour avoir vraiment les documents les plus courants du parcours de soins qui sont embarqués dans cette vague 2. La planche suivante, je vais aller assez vite, mais on l'a ramené alors, pour ceux qui suivent d'un COSUI à l'autre. Celle-là, je pense que ça va être le 3e COSUI, on vous la montre, mais elle est assez importante. C'est pour vous donner un certain nombre de partis pris un peu produits dans cette vague 2 sur finalement, une fois que j'ai dit, je voudrais que l'information soit facilement consultable par le professionnel, l'information dans mon espace santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un certain nombre de fonctionnalités qu'on va venir imposer, financer dans tous les logiciels. C'est-à-dire que moi, professionnel, je dois savoir sans clic avoir l'information. Déjà, est-ce que le profil de mon espace santé, il existe? Est-ce que les conditions qui font que je peux y avoir accès, c'est-à-dire j'ai recueilli notamment, j'ai bien informé mon patient, est-ce qu'il ne s'est pas opposé? Encore une fois, que j'ai cette information sans avoir besoin de cliquer, de faire une démarche. Pareil, ça veut dire, en un coup d'œil, sans avoir besoin de cliquer, d'avoir un aperçu de ce que je vais pouvoir trouver dans cet espace santé. Quel type de document il contient? Est-ce qu'il y a des nouveaux documents depuis la dernière fois que je me suis connecté à l'espace santé de ce patient? Évidemment, s'il y a quelque chose d'intéressant, il faut que je puisse le consulter très facilement, directement depuis mon logiciel, évidemment sans avoir besoin de me réauthentifier, de me reconnecter. Ça veut dire aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on embarque le projet Dreambox, ça veut dire, en vague 1, je rappelle, vous pouvez consulter dans ces cas-là le compte-rendu d'imagerie. En vague 2, vous pourrez aussi accéder à l'image médicale grâce au réseau Dreambox. Donc là, je parlais de consulter l'espace santé ou consulter le DMP du patient. Évidemment, ça veut dire aussi intégrer des documents qu'on reçoit par MS Santé. Donc là, l'enjeu, on le connaît, c'est comment je classe simplement, facilement le document qui est reçu à la fois au bon patient, comment je fais en sorte, en vague 2, d'avoir la meilleure interopérabilité possible entre les différents offreurs de services de messagerie et les différents éditeurs de logiciels. On sait qu'on a maintenant réussi à venir normer ces API de connexion. Donc, c'est aussi la vague 2 qui doit finir ce travail-là pour faire en sorte que moi, aujourd'hui, professionnel, je peux choisir n'importe quel opérateur de MS Santé du marché qui soit conforme et j'ai la garantie qu'il saura dialoguer avec n'importe quel logiciel conforme du marché. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce rôle de SAV de la vague 1. Ça veut dire comment on vient simplifier au maximum la qualification de l'INS. On sait que c'est clé, c'est indépassable pour le partage des données de santé. Par contre, on a bien vu avec Sentinelle qu'on avait des choses où on pouvait venir simplifier la vie des professionnels en réduisant les clics, en venant automiser tout ce qu'on peut. On a vu aussi qu'on avait une marche à franchir pour faire en sorte que l'alimentation elle soit vraiment systématique, finalement, quelles que soient les conditions. L'exemple le plus évident, c'est la carte CPS au moment de l'ordre d'envoi n'est pas dans le poste du médecin. On sait que ça arrive et que c'est assez fréquent. Et dans ces cas-là, il faut absolument que les logiciels ils sachent faire un envoi différé. Voilà, donc en tout cas, c'est bien le rôle de ces logiciels vague 2, c'est bien de pouvoir rendre disponibles tous ces usages pour les professionnels. Donc, à la fois à l'hôpital où on vient de lancer le dispositif, et je crois que c'est Nolwenn qui va nous dire un mot dans un instant, et puis dans les différents secteurs dont on parlera juste après. Nolwenn, je crois que c'est à toi pour dire que maintenant, tout ça, on vous parle de la vague 2 depuis maintenant assez longtemps, mais la grande différence, c'est que cette année, maintenant, elle est vraiment publiée. Exactement. Du concret, du vrai, on est dedans. La vague 2 à l'hôpital, c'est parti. Les arrêtés ont été publiés le 19 mai. Donc, on a 2 dispositifs pour cette vague de hôpital. Un dispositif sur le DPI, un dispositif sur la PFI, avec, comme vous le voyez sur les diapos, des dates qui ont été, bien sûr, renseignées dans ces dispositifs et dans les 3 annexes que vous retrouverez sur les pages de l'ANS, REM, AF et DSR, comme sur le même principe que la vague 1.
avec donc un dispositif qui va courir jusqu'à mi-2026. Vous trouverez donc sur les pages dispositifs de l'ANS ces droits annexes, mais n'hésitez pas aussi à consulter les autres ressources, puisque vous y retrouverez également des documents concernant la Dreambox et ses interactions avec les exigences qu'on retrouve sur DPI et PFI. En termes d'accompagnement, sur cette vague 2, nous avons monté, on continue à construire un plan d'accompagnement qui est basé, comme on parlait tout à l'heure Olivier, sur l'anticipation au maximum, prendre les sujets le plus tôt possible, que ce soit pour les éditeurs, et des webinaires ont été organisés sur les différents thèmes de ces exigences depuis fin avril. Vous pouvez les retrouver vous pouvez retrouver les replays sur le site de l'ANS, et de nouveaux webinaires sont encore programmés jusqu'à début juillet pour cette première série. En ce qui concerne les établissements de santé et les régions, une série aussi de webinaires qui est en cours de programmation, avec un premier la semaine prochaine, et puis ça s'étend jusqu'à mi-juillet et ça reprendra de nouveau à partir de mi-septembre à peu près. On publie ces webinaires au fil de l'eau dès qu'on a les dates et qu'on a confirmation des experts qui interviennent. N'hésitez pas à vous rendre sur les pages de l'ANS pour vérifier les liens, vous inscrire et nous transmettre par le biais des formulaires sur les webinaires éditeurs, notamment vos questions sur ces sujets à l'avance. Merci Nolwenn. Donc, je vois que à la fois le dispositif est paru, on commence à prendre notre bâton de pèlerin pour expliquer tout ça à l'écosystème, mais cette semaine, c'est aussi l'ouverture du guichet éditeur. Si tu nous en dis un mot, Jean-Christophe. Oui, bien sûr. Qui dit vague dit forcément guichet de référencement. Et rappelez-vous, hein, nous en avions parlé il y a quelques mois, notamment avec les industriels, qui nous avaient fait part de leur retour d'expérience de la vague 1. Et on a pris en compte, j'ai envie de dire, la grande majorité de vos remarques, notamment sur le guichet référencement, pour vous apporter un outil qui soit sans doute plus adapté, qui vous fasse gagner un peu plus de temps. Donc aujourd'hui, on peut vous annoncer que le guichet de référencement pour les dispositifs hôpital DPI PFI vague 2 sera ouvert vendredi 21 juin. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe du côté de l'ANS qui a œuvré pour que l'ouverture soit faite dans les meilleures conditions. Et un outil qui vous sera proposé avec notamment plus de simplicité, c'est ce que vous nous aviez demandé, avec notamment à l'étape du dépôt de la candidature, la possibilité qui vous est offerte de disposer d'une aide à la saisie pour précompléter les champs. Ça vous évitera, on est dans le système de dites-le, ça vous évitera de ressaisir des informations que vous nous avez déjà partagées. Ensuite, vous aurez la possibilité d'associer les étapes de candidature et d'éligibilité, même si on vous encourage à anticiper l'une et l'autre pour éviter de vous retrouver en difficulté, mais en tout cas, tout est concentré sur le même jalon. Vous n'aurez pas besoin, en tout cas, l'éditeur concerné n'aura pas besoin de redéposer les preuves associées au profil pour lesquels vous avez déjà été référencé en vague 1, puis repris évidemment en vague 2, toujours sur le principe de dites-le-nous qu'une fois. Et enfin, une grosse nouveauté également, le dépôt de preuves qui se fait par chapitre d'exigence cette fois-ci, contrairement à la vague 1. Et l'ANS commencera alors à traiter, dès que toutes les preuves d'un chapitre complet d'exigence ont été déposées et soumises, pour que nous puissions traiter les choses par l'eau. Donc voilà pour le côté plus de simplicité. Sur la partie transparence, nous souhaitons que dès votre candidature, que vous puissiez déclarer dans Convergence tout de suite les éventuelles composants tiers utilisés dans le cadre du référencement de votre solution, notamment dans le cadre de la conformité que souhaite que vous délivre, en tout cas le CNDA. Les chapitres d'exigence qui sont proposés à l'industriel seront ceux qui contiennent les scénarios épreuves, évidemment applicables au regard de son statut référencé en vague 1, et évidemment, ou pas, hein, selon les cas, et des profils sélectionnés. Vous serez informé au fil de l'eau du statut de la preuve au niveau de chaque preuve et de chaque chapitre d'exigence. C'était une vraie demande de votre part au départ, et on l'a pris en compte pour le nouvel outil. Et enfin, les professionnels de santé pourront suivre au fur et à mesure le statut du référencement de vos solutions directement sur le site de l'ANS. Voilà, on a tenté de répondre à tout ça. Je crois que la slide suivante, c'était juste des copies d'écran, mais voilà, c'est une illustration qui confirme finalement ce que je viens de vous dire. Mais on aura l'occasion, notamment le 27 juin prochain, je crois que c'est ça de mémoire, de vous présenter l'outil Convergence grâce à un webinaire qu'on vous propose donc le 27 juin.
Ok, merci Jean-Christophe. Donc, du coup, sur l'hôpital, vous voyez là, la vague 2, c'est maintenant une réalité et très bientôt une réalité très opérationnelle pour les éditeurs. Évidemment, il n'y a pas que l'hôpital dans la vie. Et donc, l'objectif, c'est maintenant de lancer aussi la vague 2 dans les autres secteurs du sanitaire. Peut-être pour rappeler en termes de méthode, maintenant, là, je ne parle plus de l'hôpital, mais des autres secteurs, qu'est-ce qu'on a encore devant nous pour pouvoir lancer les dispositifs? Premier élément, on a besoin de finir ces travaux de conception qui sont, je vous rassure tous, déjà très largement avancés. Sur certains sujets, ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille avec les industriels, avec les professionnels autour de cette vague 2. Donc là, on est plutôt au stade où on vient finir les projets, le détail des exigences et des preuves. On sait que c'est évidemment hyper important pour le référencement. On avait besoin, et je pense Olivier parlait des travaux d'instruction qui avaient pris du temps nécessaire à notre côté, donc tout le sujet de ProSanté Connect dont Jean-Baptiste Millon va nous dire un mot dans un instant. Et puis, on a besoin aussi de venir finaliser les projets de prix et de calendrier. Il y a pas mal de dispositifs pour lesquels, dès l'été dernier, on vous avait donné à voir un certain nombre d'éléments. On va éventuellement les actualiser, mais en tout cas, ça, c'est ce qui nous occupe ces semaines-ci avec l'ensemble des équipes des pouvoirs publics. Une fois qu'on a tout ça, il y a une phase où on va, à chaque écosystème, mettre en visibilité l'ensemble des données du problème, en disant voilà les projets qu'on imagine, les exigences, les éléments de prix, les éléments administratifs, les différents référentiels vers lesquels on va demander aux solutions d'être conformes. Et on va prendre le temps, alors un temps qui va être variable d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs avec lesquels on a déjà largement discuté depuis longtemps, donc là on aura des phases peut-être un peu plus courtes, des écosystèmes avec lesquels on a peut-être moins discuté, par exemple, de prix, et donc sur lesquels on assumera qu'il y aura peut-être besoin de prendre un mois pour prendre le retour des éditeurs. À chaque fois, alors non pas pour écouter et suivre les volontés des uns et des autres de façon aveugle, mais à chaque fois les mêmes objectifs. C'est pour ça que je vous ai remis le petit triangle qu'on aime bien. C'est à la fin comment nous, côté pouvoir public, on se dote d'une intime conviction sur l'équilibre du dispositif, équilibre entre ce qu'on exige de l'éditeur en termes de périmètre, les éléments de prix qu'on est prêt à concéder et le temps qu'on va laisser. L'objectif étant à chaque fois qu'il y ait une masse critique de chaque marché, 80% et plus, qui à la fois fasse le job de proposer une offre Ségur et qui est, encore une fois, là, 80% et plus des professionnels de santé dans le secteur qui souscrivent à cette mise à jour Ségur. Une fois qu'on a fait tout ça, on lance effectivement le SONS. Donc, une fois entendu la réaction de l'écosystème, on prend ces derniers arbitrages éventuels de prix de calendrier. Et puis, on fait comme on a fait sur l'hôpital. Donc, la prépublication, je rappelle, prépublication, c'est on donne tous les documents. Il ne manque plus que l'arrêté du ministre, mais ça permet à tout le monde déjà de commencer à travailler. L'engagement qu'on prend à ce moment-là, c'est qu'on ne touche plus à rien. La seule chose qu'on fait, c'est éventuellement on corrige une coquille éventuelle. Et ça n'a force réglementaire qu'à la parution de l'arrêté, ça nous permet de faire la procédure de parution au journal officiel. Avec un point important à avoir en tête, on va aussi tenir compte du plan de charge à l'Agence du numérique en santé et à l'Agence de services et de paiement. C'est aussi pour ça qu'on va lancer progressivement les différents dispositifs vague 2. Même si certains sont presque prêts, on va aussi faire en sorte d'éviter à la fois les embouteillages côté guichet pouvoir public et puis des embouteillages côté équipe industrielle qui pourraient être aussi concernés par différents secteurs. Du coup, peut-être, je vous l'ai dit dans un instant, dans les dernières briques du puzzle, il y avait une brique essentielle sur les API ProSanté Connecté. JB, tu vas nous en dire un mot pour montrer que les travaux là sont en train d'aboutir et sont prêts à être partagés avec l'écosystème. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, comme vous le savez, ça fait plusieurs mois, voire presque plusieurs années maintenant qu'on travaille pour essayer de faciliter et de sécuriser l'interopérabilité des services numériques en santé en utilisant des API ProSanté Connecté. On avait eu pas mal de webinaires en fin d'année dernière, les derniers au mois de décembre, au cours desquels on vous a présenté un volet CISIS qui est dédié et l'architecture que vous voyez là en bas à droite du slide. Donc l'objectif là aujourd'hui, on a pas mal avancé sur ces sujets, notamment avec la production d'un nouveau référentiel dédié. L'objectif est évidemment d'embarquer ces API ProSanté Connecté dans les SONS qui vont démarrer, en particulier pour faciliter l'accès des professionnels au DMP, à l'INSI et à l'ordonnance numérique, mais avec une trajectoire de plus moyen-long terme, au cours de laquelle, à terme, tous les téléservices de l'assurance maladie, y compris la facturation, seront accessibles en API ProSanté Connecté. D'ailleurs, ces API seront également utilisables pour sécuriser des échanges par API entre tout type de services numériques, notamment les LPS entre eux, pourquoi pas.
Donc aujourd'hui, on est en train de finaliser un nouveau référentiel d'exigence qu'on a appelé Espace de confiance Pro Santé Connect. Donc, exigences qui viennent en plus du niveau actuel qu'on a appelé communauté, qui est en fait le référentiel Pro Santé Connect actuel, hein, qui permet de faire de l'authentification sur les services numériques par Pro Santé Connect. On y rajoute donc un nouveau niveau de sécurité, évidemment plus exigeant, qui va permettre de mettre en œuvre ces API. Donc, cet espace de confiance, en fait, hein, dont la sécurité des échanges repose essentiellement, comme vous l'avez présenté en novembre et décembre dernier, sur un proxy qu'on a appelé proxy e-santé, qui est une évolution, on va dire, beaucoup plus musclée du proxy Pro Santé Connect existant. Voilà, donc en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les fournisseurs de services numériques devront faire partie de cet espace de confiance, hein, c'est le concept même de l'espace de confiance. Donc on va y retrouver à la fois des éditeurs de LPS, des éditeurs de proxy e-santé et des entreprises éventuellement différentes qui vont opérer ces logiciels ou ces proxys. Donc on a conçu ce référentiel pour qu'ils puissent répondre à toutes les configurations qu'on pourra rencontrer sur le marché, étant entendu qu'effectivement, tous ces acteurs-là, éditeurs, opérateurs, proxy, LPS, peuvent être la même personne morale ou être, selon les accords entre des sociétés, des personnes morales distinctes. On retrouvera dans ce référentiel, effectivement, des exigences qui vont s'adresser aux uns et aux autres. L'objectif, c'est que tout le monde soit dans l'espace de confiance et dispose donc d'un numéro d'habilitation à cet espace de confiance. Pour cela, en quelques mots, il y aura un document de conformité aux exigences qui devra être rempli par les acteurs en disant comment la solution mise en œuvre permet de respecter ces exigences. Il y aura des contrôles, on va dire, sur bande d'essai, connectés au bac à sable de Pro Santé Connect et à des environnements de test des services de l'assurance maladie qui permettront de vérifier la conformité des exigences des logiciels avant leur entrée dans l'espace de confiance. Il y aura également des tests d'intrusion à réaliser sur les LPS et sur les proxys e-santé. Et puis, une fois que les différents acteurs seront habilités et auront intégré l'espace de confiance, il faut savoir qu'il y aura également des contrôles de supervision sur sur la sécurité des échanges et potentiellement des audits a posteriori dans les années qui viennent, dans les environnements de production. Mais pour ce qui concerne le Ségur, effectivement, et le référencement des Ségur, on s'en tiendra à la première partie qui est l'entrée dans l'espace de confiance, donc document de conformité, test sur bande d'essai et test d'intrusion. Voilà, compte tenu du timing, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus aujourd'hui, mais on aura un premier webinaire de présentation de ce référentiel espace de confiance le 24 juin, donc à 10h. Et ce webinaire de présentation sera suivi de sessions d'échange, questions-réponses, etc. les 3 vendredis suivants, donc 28 juin, 5 juillet et 12 juillet, probablement à la même heure, à 10h, pour tous ceux qui seront intéressés par ces échanges. Merci, merci Jean-Baptiste. Donc c'est concertation importante, hein. C'était une des dernières briques qui manquait. On vous en avait parlé déjà en fin d'année dernière, hein. Donc les travaux sont maintenant aboutis. C'est un petit peu la dernière brique technique du puzzle qui manquait pour pouvoir lancer des dispositifs hors hôpital, ce qui va faire le lien avec la suite. On avait évoqué notamment, c'est ce qu'évoquait Olivier en début, hein, de dire c'est maintenant qu'il faut remettre du gaz et remettre de l'énergie. Et donc, la première balle, elle est chez nous, c'est de vous donner le bon niveau de visibilité sur l'avancée de ces travaux. Hein. Encore une fois, en transparence, il y a des choses qu'on aurait aimé lancer plus tôt, on vous donne le résultat des prix. Donc, vous voyez, une fois qu'on aura cette concertation sur les API Pro Santé Connect, hein, qui va s'étendre sur l'été, donc à la rentrée, on aura pris vos retours et on aura le cadre technique des API PSC qui sera désormais fixé. On va pouvoir finir les autres travaux que j'évoquais pour venir vous mettre en visibilité progressivement les éléments qu'on imagine pour pouvoir ensuite faire ces pré-publications prévisionnelles dispositif par dispositif. Si je les plante dans l'ordre, prochain à sortir, imagerie à la fois avec le RIS et la Dreambox. On sait que c'est un écosystème qui piaffe d'impatience, hein, de pouvoir se lancer dans la vague 2. Aujourd'hui, les travaux sont très avancés. Il manquait encore les éléments des API PSC, mais on a vu avec Jean-Baptiste que c'est très bientôt disponible. Et donc, on est assez confiant sur le fait que cette mise en visibilité de l'ensemble du problème, entre guillemets, pour les éditeurs, elle se fera dès le mois de septembre. Et donc, on est, pareil, assez confiant pour viser une prépublication dès le mois d'octobre. On va même se donner une ambition supplémentaire. Hein. Les JFR ont lieu tout début octobre. L'objectif qu'on s'est fixé, hein, c'est qu'au JFR, ces éléments soient prépubliés, tant pour le risque que pour la Dreambox. Donc, imagerie, prochain dispositif à sortir. Sur la biologie médicale, rappelez-vous, on avait appelé ça la vague 1 bis ou 1 prime à un moment donné.
c'est un dispositif un petit peu particulier parce que contrairement aux autres, là, l'enjeu va moins être la consultation facilitée du DMP que de venir traiter des enjeux particuliers à la biologie sur l'alimentation. Je rappelle, hein, en vague 1, c'était quasiment le seul type de document sur lequel on imposait du structuré. On a vu qu'il y a un certain nombre d'enjeux encore à adresser hein, sur cette dimension-là pour que cette donnée structurée elle soit suffisamment de qualité, suffisamment bien interprétée par les logiciels consommateurs. Et donc, c'est pour ça notamment que j'évoquais tout à l'heure hein, que c'est les seuls qui ne sont pas concernés par les API ProSanté connectés dans cette vague 2. Là aussi, là, les travaux sont plutôt bien avancés. Hein. Il y a eu des travaux avec les éditeurs là, dans les dernières semaines, derniers mois. On pense qu'on aura l'ensemble des éléments disponibles pour courant septembre. Je l'évoquais tout à l'heure, là, c'est plutôt un écosystème avec lequel on n'a pas encore parlé à date d'éléments économiques et financiers. Et donc, on se donnera aussi le temps, une fois qu'on vous présentera des projets de prix de calendrier, de prendre un peu le retour de l'écosystème. Donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'on aura probablement une pré-publication sur la biologie qui sera plutôt à l'horizon du mois de novembre. Si maintenant je viens sur les médecins de ville, qui va servir un petit peu de tête chercheuse ou de patient test pour l'ensemble du champ ambulatoire, hein. Un certain nombre d'exigences seront les mêmes hein, pour les médecins et puis les autres professions du secteur de la ville. Là-dessus, les travaux, pareil, on va avancer. Je crois qu'il y a un rendez-vous important là, à la fin du mois avec à la fois des représentants des professionnels et des éditeurs pour venir arbitrer un petit peu les derniers éléments de contenu et de fonctionnalité par les médecins, ou en tout cas de les prioriser. On se dit que ces travaux, on aura encore besoin du mois de septembre pour affiner ces travaux-là. Vous aurez les API PSC qui arriveront d'ici là. Donc, on sera plutôt courant novembre quand on aura fini de vous mettre tout en visibilité. Et on se dit là aussi, c'est un écosystème avec lequel on travaille depuis maintenant plus de 2 ans, tant côté professionnel que côté industriel. Donc, on se dit qu'on pourrait prépublier relativement dans la foulée, donc probablement au mois de novembre pour les médecins de ville. Je m'arrête un petit peu parce que là, vous avez donc 4 dispositifs, les 2 de l'imagerie, la biologie et les médecins de ville, qui sont vraiment nos 4 prioritaires sur lesquels, vous avez vu, hein, entre maintenant et novembre, on a l'ambition en tout cas de sortir ces dispositifs. Donc avec à chaque fois, comme vous l'avez vécu au mois de mai pour l'hôpital, hein, ça sera le T0, le lancement des travaux, et donc le go notamment pour les éditeurs pour commencer les démarches de conformité logicielle. Si maintenant je dis un mot du reste du périmètre, on va évidemment faire une vague 2 aussi pour les officines de ville. Pareil, elle bénéficiera de tout le travail qu'on aura fait pour les médecins. Donc là, on sera plutôt à la fin de l'année et tout début d'année prochaine pour la prépublication. Concernant les nouvelles, ce qu'on appelait les nouvelles task force, hein, donc ces professions qui n'étaient pas couvertes en vague 1 et qui seront couvertes en vague 2, les sages-femmes, les paramédicaux, là, pareil, les travaux ont pas mal avancé. Elles vont, elles aussi, hériter de ce qui sera fait du côté du médecin. Il va falloir qu'on injecte les conditions de contrainte, hein, de prix et de calendrier bientôt dans les discussions avec l'écosystème. Plutôt quelque chose qui sortira au cours du premier trimestre 2025. Et puis, on a encore une difficulté de calendrier sur le périmètre des chirurgiens dentistes. Hein. On sait qu'il y a une mesure importante là, de généralisation du tiers payant qui fait peser un certain nombre d'enjeux sur les plans de travail des éditeurs du secteur. Et donc aujourd'hui à date, on a encore besoin de travailler avec cet écosystème et avec l'assurance maladie pour voir quelle est la meilleure cinématique entre cette mesure importante et puis la vague Ségur qui leur est dédiée. Et puis pour être complet, évidemment, sinon je pense que Odile ne me pardonnera pas, les travaux continuent aussi d'anticipation pour la vague 2 du médico-social, qui elle aussi a plutôt un horizon qui est plutôt au cours du premier semestre 2025, mais on aura l'occasion de vous en reparler. Donc voilà, en termes d'horizon, c'est vraiment les points de rendez-vous qu'on se donne. Alors, ça tient sur une seule slide, mais croyez-moi qu'il y a eu pas mal de boulot de gestion de projet là-dessus, hein, des différentes équipes, hein, tant à la DNS qu'à la NS qu'à la CNAM. Voilà, donc c'est vraiment les engagements qu'on prend. Hein, donc rendez-vous là dans les prochaines semaines, prochains mois, à la fois pour les phases de mise en visibilité et de prépublication de ces différents SONS. Donc là, on a parlé de la première brique, qui est la brique logicielle, qui est évidemment celle peut-être la plus facile à appréhender comme ça. Évidemment, on ne va pas faire que ça. On a besoin, et puis j'ai vu des réactions dans le chat, hein, on va continuer à accompagner la transformation des pratiques, la montée en gamme des usages numériques. Avant de rentrer dans ce qu'on fait secteur par secteur, peut-être un mot dessous sur ce fameux doc des fondamentaux, où on a fait l'effort un peu de venir clarifier la doctrine du partage des données de santé. Tout à fait. Donc l'idée, effectivement, c'était pas de rajouter un énième document, mais c'était d'essayer d'expliciter des choses qui
sont souvent partagés à l'oral au gré des différents échanges, ou qu'on a en tout cas nous dans notre tête, mais qu'il était bien de mettre par écrit. Et donc on a fait un travail de rédaction en 5 parties, comme vous le voyez ici. On ne s'interdit pas d'en rajouter d'autres plus tard, puisque ça a été vraiment pensé comme un document évolutif à la fois, parce que stratégie des petits pas, il y avait tellement de sujets à aborder et à arbitrer d'ailleurs, même entre nous, qu'on a voulu, il fallait bien commencer quelque part, et donc on a d'ores et déjà d'autres sujets sur lesquels on travaille. Et puis évolutif, parce que la situation évolue, les référentiels évoluent, les préconisations d'usage évoluent, et donc on reviendra dessus. Donc l'idée, c'est d'ores et déjà, vous pouvez vous y rendre. On a mis ici le QR code et les liens. Vous le retrouvez aussi depuis le site de l'ANS, depuis Mon Espace Santé, si jamais vous avez besoin de le récupérer par Google. Vraiment, on a voulu le faire de manière transverse pour l'ensemble des profils et pour l'ensemble des couloirs. Donc, ce document a vocation à pouvoir être lu aussi bien par un PS que par un DSI, que par quelqu'un d'une CEPAM. Je ne vais pas vous lister tous les acteurs possibles et imaginables. Si je précise quand même par un éditeur, bien évidemment, on a rédigé un certain nombre de sujets en ayant des éditeurs en tête. Et donc, on a voulu à la fois faire des rappels juridiques, faire des préconisations aussi qui vont plus loin que les textes et qui ont nécessité un grand travail aussi de réflexion et d'alignement avec l'ensemble des acteurs. Et donc, et vous donner aussi de la visibilité sur ce qui n'existe pas encore, mais vraiment sur les trajectoires qu'on imagine, que ça soit pour le produit Mon Espace Santé, par exemple, mais aussi pour la MSS. Vous l'aurez compris, il y a déjà beaucoup de projets, de chantiers qui sont en cours, mais on a un cap assez clair, et donc on voulait vous le partager. Et puis essayer de répondre à cette question qui nous hante tous sur la capacité à atteindre le 100% numérique et ce qui nous en écarte encore aujourd'hui, ce qui nous sépare de cet idéal. Donc voilà, donc, en tout cas, n'hésitez pas à faire des retours. On a mis à disposition un endroit où vous pouvez faire des propositions et des demandes de sujets supplémentaires. Et puis, voilà, retournez le consulter régulièrement, puisque on le mettra à jour et on itérera dessus. Merci Sou. Donc on voulait parler de ce document un peu en chapeau de tous les enjeux d'usage. Maintenant, on va rentrer peut-être secteur par secteur, en commençant par l'hôpital. Si je retrouve ma souris. Peut-être Bonjour. L'hôpital, voilà, avec Clara, on m'avait dit que tu avais une mauvaise connexion, mais en fait, tout va bien. Donc, je te laisse. Là, ça marche. Donc, j'en profite tant que ça marche. Sinon, je sais que de votre côté, vous pouvez prendre le relais. Parce que c'est le COSUI, alors il fallait quand même afficher, parce qu'on a fini le programme CNES. Donc, les établissements avaient jusqu'à fin mars, pour rappel, pour atteindre les cibles d'usage du programme. Et il y avait encore jusqu'au mois d'avril pour remplir les indicateurs. Et donc, il y a eu une grosse période d'instruction par les ARS de l'ensemble des candidatures. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment très, très provisoire comme chiffres qui sont à l'écran, parce qu'il y a encore des instructions de la part des ARS pour, voilà, en discussion avec des établissements qui ont parfois plus de difficultés, voilà, donc dans les discussions. Donc ça, c'est des chiffres extrêmement provisoires qui montrent les résultats. Avec, pour rappel, il y avait quand même eu plus de 2200 établissements engagés qui représentaient plus de 94% de l'activité combinée, un total du territoire. Activité combinée qui permet de déterminer l'activité de l'ensemble des établissements en France. Et on avait, donc voilà, donc tous ces établissements étaient engagés dans le programme. Et aujourd'hui, on a environ 1722 établissements qui ont au moins atteint une des cibles sur lesquelles ils étaient engagés, ce qui représente quand même un bon pourcentage des établissements engagés, et encore pas mal en termes d'activité combinée des établissements acceptés.
Néanmoins, comme chaque établissement pouvait candidater à un certain nombre de candidatures, de domaines, hein, donc il y avait 4 domaines et ainsi que plusieurs bonus, eh bien effectivement, en termes d'atteinte sur les différents domaines, c'est pas notamment, on peut le mentionner, hein, le domaine de la biologie, c'est effectivement pas encore, on voit que les efforts sont encore à poursuivre pour pouvoir dire que les établissements atteignent les cibles et notamment, hein, pour rappel, c'est bien le fait qu'il y ait un document sur 2, un patient sur 2 qui a notamment par exemple la lettre de liaison de sortie ou ses examens ses comptes rendus d'examen de biologie, d'imagerie et puis aussi du coup en termes de partage aux correspondants de santé via la MSS. Donc voilà, donc pour l'instant c'est encore extrêmement provisoire, je tiens à le redire encore une fois, on est en train de finaliser, on aura les chiffres plutôt finales courant juillet. Merci. Je pense, voilà, on peut passer à la slide suivante. Ouais. Qui du coup, donc le programme SunOS est terminé, en termes en tout cas d'atteinte, et donc les délégations après des établissements en termes de financement vont quand même encore être jusqu'à l'été. Mais néanmoins, ce n'est pas la fin, et on l'a dit, hein, il y a, outre l'intérêt effectif pour chaque établissement d'alimenter mon espace santé pour justement aussi créer les effets de territoire et créer la dynamique de consultation également qu'on cherche tous à mettre en œuvre. On a d'autres dispositifs consacrés à l'hôpital, notamment le dispositif IFAC, qui est donc d'incitation financière à l'amélioration de la qualité, où depuis 2022, deux indicateurs concernant le DMP et la MSS sont intégrés dans ce dispositif. Et cette année, en 2024, la cible d'alimentation du DMP en tout type de documents de santé a été augmentée à 50%. Et la campagne de recueil des indicateurs qui a été lancée sur la nouvelle plateforme O6 V3 court jusqu'au 20 septembre 2024. Et on fait avec les fédérations et les ARS tout notre possible pour que justement il y ait encore un maximum d'établissements qui répondent présents. Et puis, il y a beaucoup de questions sur le programme Open 2. J'ai vu une question dans le chat qui est donc la suite du programme à la fois Open précédent et du programme SunOS. Les deux viennent dans la continuité pour le programme qu'on appelle Open 2, avec aujourd'hui ce qu'on peut dire, qu'on a évoqué rapidement aussi hier en Conseil du numérique en santé, un premier périmètre d'indicateurs, notamment qui prennent la suite du programme SunOS dès cet été pour suivre la dynamique, avec une période de candidature envisagée donc en septembre-octobre. Tout cela est en cours de calage avec notamment les fédérations hospitalières que l'on voit notamment demain. Et puis ensuite, surtout, ça sera un premier périmètre restreint. Il y aura beaucoup d'autres travaux avec tout l'écosystème pour définir la suite du programme et notamment la consultation de mon espace santé pour accompagner la vague 2, ainsi que d'autres thématiques. Voilà, j'accélère sur la fin. Il y a un dernier point qui est très important. Je vais rebondir sur ce que tu disais. Pardon, vas-y. Je sais que la connexion est peut-être instable, mais je prends quand même le risque, notamment pour répondre à la question qu'il y avait. C'est un des enjeux qu'on aura, c'est d'aligner les différentes briques, le logiciel, les incitations d'usage. C'est aussi pour ça, on l'évoquait tout à l'heure, l'enjeu de gérer l'impatience des professionnels de santé. L'enjeu de consultation, on va venir intéresser financièrement les établissements à cet enjeu de la consultation, mais pas tout de suite. Il va falloir qu'on attende, que les logiciels vague 2 se déploient, et 2, que HospiConnect, Christophe nous en dira un mot dans un instant, permet de déployer des MIE de facteurs. Ça serait très contre-productif de dire dès maintenant, je vous engage à faire de la consultation massive du DMP quand les prérequis techniques ne sont pas faits. Donc, vous ne verrez pas d'incitation financière là, aujourd'hui, en 2024, à la consultation par les établissements de santé. Et c'est effectivement prévu, là, sur les années 25-26 notamment, au fur et à mesure que ces prérequis techniques ils apparaissent. Pardon, Clara, je te laisse finir.
Non, parfait. Merci Benjamin d'avoir complété effectivement sur cette partie-là. Et enfin, vis-à-vis de la vague 2 et de la consultation de mon espace santé, en établissement de santé, on sait qu'il y a de nombreux défis qui nous attendent, notamment un gros sujet autour de la transformation des pratiques au sein des établissements, les transformations organisationnelles. Et ces éléments-là, on essaye de les anticiper au maximum avec le lancement de 2 expérimentations qui sont extrêmement liées, expérimentation de consultation Mon Espace Santé avec 19 établissements volontaires qui, dans les conditions actuelles, testent la consultation du DMP via le WebPS DMP et qui n'est pas du coup avec les fonctionnalités de la vague 2 puisque nous les attendons tous de la part des éditeurs. Et il y a des premiers retours d'expérience qui sont attendus pour le mois de juillet et ensuite octobre pour justement ensuite permettre d'outiller l'ensemble des régions et des établissements vis-à-vis de la vague 2 qui va ensuite arriver, on l'a dit, avec le calendrier en 2025. Donc, des retours très riches, que ce soit d'ailleurs en termes de cas d'usage, en termes de freins vis-à-vis des RPPS ou encore d'autres questions sur le fonctionnement de Mon Espace Santé, c'est d'ailleurs qui reboucle avec le document qui a été présenté juste avant par Suan sur les fondamentaux de Mon Espace Santé. Et enfin, un gros point très important pour les établissements de santé dans la vague 2, ça sera l'homologation en mode R simplifié pour consulter le DMP. Et donc, en ce moment, la CNAM, et l'a présenté d'ailleurs Anne Morin hier, une expérimentation du portail R simplifié avec quelques établissements de santé. Voilà, pour justement permettre d'anticiper la montée en charge de cette contractualisation des établissements pour accéder à la consultation du TMP. Merci Clara. Donc là, on a parlé d'encourager les usages numériques à l'hôpital. On va continuer à les encourager aussi en ville. Et là, je crois que c'est Sandrine Frangel de l'assurance maladie qui va nous en dire un mot. Oui, bonjour à tous. Oui, quelques éléments donc sur les valorisations, les incitations financières qui étaient mises en place dans le couloir médecine de ville. Donc, un petit focus sur les résultats du forfait structure qui a été versé aux médecins en avril dernier. Donc, déjà un très bon résultat sur l'indicateur qui était dans le volet 1, donc le volet socle qui déclenchait le versement du forfait structure, puisqu'on a près de 80 000 médecins qui ont validé l'indicateur sur disposer d'un logiciel Ségur. Donc, à la fois les médecins qui ont bénéficié du dispositif SONS ou les médecins qui ont acquis un logiciel, y compris dans le dispositif hors SONS, puisque le guichet avait été ouvert ensuite sur plusieurs mois. Donc, on vous a remis en fait sur les indicateurs numériques du forfait structure, enfin certains, notamment les plus récents, parce qu'on n'a pas remis tous les indicateurs liés au téléservice d'échange avec l'assurance maladie. On avait été amené à faire quelques arbitrages et notamment baisser certains taux, par exemple sur l'alimentation du DMP ou l'ordonnance numérique par rapport à ce qui est inscrit dans le forfait structure. On a tenu compte de la montée en charge du dispositif et faire bénéficier un peu plus de médecins sur ces valorisations donc complémentaires. Donc, vous voyez des taux qui sont encore, donc qui progressent sur le DMP, et on voit que la première partie de l'année, là, on va mettre à disposition des médecins sur Amélie-Pro leurs résultats sur le premier trimestre 2024. On a vu une grosse progression, notamment sur ordonnance numérique et sur alimentation DMP. Donc, vous voyez la part des médecins qui ont obtenu ces indicateurs complémentaires, et on vous a remis aussi la rémunération totale du forfait structure qui représente des masses financières assez importantes. Vous voyez près de 320 millions d'euros au total perçus au titre de l'année 2023. Donc, petite information, on réouvrira donc le guichet de référencement, donc hors financement, à peu près à mi-2024 pour faire bénéficier le maximum de médecins en 2024 sur le forfait structure, puisque pour 2024, 2025 et même la suite, on va en parler tout à l'heure sur la nouvelle convention médicale qui vient d'être signée, on reste avec cet indicateur qui est un indicateur prérequis sur le fait d'être équipé en logiciel référencé Ségur.
On peut passer à la slide suivante. Donc, des résultats aussi sur, vous savez, la rémunération qu'on appelait one shot, qui est liée à l'élaboration et à l'alimentation du volet de synthèse médicale par les médecins traitants, donc dans le DMP, donc pour leur patientèle en ALD. Donc, on a eu sur cette première vague de paiement avec une vérification des objectifs à fin 2023, pardon. On a eu un peu plus de 8044 médecins exactement qui avaient atteint les objectifs fixés pour cette rémunération et 12 centres de santé, puisque cette rémunération est applicable aussi sur les centres de santé polyvalents et médicaux. Donc, un peu moins de 28 millions d'euros qui ont été versés. Alors, il faut savoir qu'on va, alors il y a une petite coquille, c'est mi-2024 et ensuite mi-2025. On va refaire tourner les paiements pour les médecins qui n'ont pas encore atteint la rémunération à fin 2023. Donc, on va vérifier l'atteinte des indicateurs à fin juin 2024, puis une dernière fois à fin juin 2025. C'est ce qui est prévu dans la nouvelle convention médicale pour pouvoir faire bénéficier plus de médecins sur cette rémunération. Donc, toujours sur le champ des patients en ALD. Et on va faire un petit correctif. Donc, c'est à la fois les médecins qui n'auront pas perçu une première rémunération, mais aussi les médecins qui améliorent leur rémunération, notamment s'ils couvrent plus de patientèle. Vous avez un seuil à 50 et 90% de la patientèle à être découverte, ou une majoration par rapport à la structuration des données. Et donc, il y aura un éventuel complément de rémunération. Et on va corriger aussi des petites erreurs. Certains d'entre vous, d'ailleurs, je crois, avaient remonté des demandes de clients qui n'avaient pas vu leur valorisation alors qu'il y avait eu des alimentations du DMP par les CPE. Donc, il y a la délégation faite aux secrétaires et assistants médicaux et une rubrique du DMP qui n'avait pas été pris en compte. Donc, on va faire le correctif là, donc paiement en septembre pour l'atteinte des résultats à fin juin 2024. Et la dernière slide, donc là, on vous a mis, alors vous l'avez peut-être vu puisque le texte de la convention médicale qui vient d'être signé est disponible sur le site amélie.fr notamment. Mais donc, vous voyez, on passe d'un forfait structure à une dotation numérique, donc qui est vraiment recentrée sur le numérique en santé. Auparavant, le forfait structure comportait un certain nombre d'indicateurs qui n'étaient pas liés au numérique. Là, on essaye de clarifier un peu les rémunérations. Donc, dans les indicateurs socles, peu de surprise, en fait, vous retrouvez ce qu'on avait dans le volet 1 du forfait structure, c'est le fait d'être équipé d'un logiciel référencé Ségur et d'un LAP certifié HAS, et puis les versions du cahier des charges Sésame Vital pour la partie facturation. Le logiciel LAP à noter est applicable, le LAP pardon, est applicable pour l'ensemble des spécialités médicales, donc à partir de 2026, notamment parce que c'est un prérequis pour l'ordonnance numérique qui va être généralisée. Et puis la nouveauté peut-être, c'est des indicateurs téléservices qui passent en volet 1, donc en volet socle, notamment sur, vous le voyez, les arrêts de travail notamment qui sont prévus dans la loi comme étant une obligation de dématérialisation, les déclarations médecins traitants, les protocoles de soins électroniques, et puis le taux de télétransmission FSE qui était déjà un prérequis. Et dans les indicateurs optionnels, vous allez retrouver tous ceux que vous aviez dans le forfait structure, mais avec des regroupements qui ont été faits. Et donc, si je prends l'exemple, par exemple, du taux d'usage sur l'alimentation du DMP et l'ordonnance numérique, en fait, les médecins devront atteindre une moyenne sur ces deux indicateurs. Donc, vous voyez, avec l'objectif 2026 la première année, et ensuite la cible à partir de 2028 qui sera portée à 60%, donc en moyenne pour ces deux indicateurs. Donc, donc pour 2024-2025, pas changement, on sera sur les mêmes éléments que ce qu'on a eu jusqu'à présent, et à partir de 2026, on aura donc cette dotation numérique qui va entrer en vigueur. Merci Sandrine. Du coup, peut-être à retenir, vous l'avez vu, c'est vrai à l'hôpital, ça sera vrai aussi en ville. On a encouragé les usages numériques et en ville, on a bien vu que ça avait mis un petit peu plus de temps que ce NES à apparaître. Mais là, les chiffres que nous a sortis pour 23, je comprends qu'ils sont plutôt en croissance là, sur le début de l'année 24. Et on va continuer dans la durée à financer cette transformation des pratiques. On l'a vu en hôpital et on le voit aussi en ville. Pour être tout à fait complet, il va nous rester le médico-social, où pareil, grâce à SMS numérique, on va continuer à
à engager les établissements dans les usages numériques. Et si mon petit papier est juste, ça doit être Didier qui nous en dit un mot. Oui, oui, merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. On va se contenter quand même des grands éléments de cette planche qui est extrêmement chargée, que vous pourrez analyser à tête reposée dans le détail. On est maintenant donc en 4e année de ce programme ESS numérique qui est un peu la vague de fond qui porte le Ségur avec les vagues SONS qui viennent créer de la synergie et augmenter la puissance du programme. Le chiffre important, c'est qu'on est aujourd'hui à près de 28 000 établissements qui sont entrés dans le financement Ségur numérique médico-social. En cumulant les établissements qui sont financés uniquement par ESMS numérique et les établissements qui sont financés uniquement par SONS. Donc 28 000 établissements pour une cible à cette année qui est autour de 29 000. Donc vous voyez que d'ores et déjà, on n'est pas encore à la fin du premier semestre, on a déjà quasiment atteint l'objectif de cette année pour nous emmener sur une trajectoire qui nous permettra d'embarquer, on l'espère, autour de 36 000 établissements et services dans le secteur, dans ce programme. L'autre élément marquant, c'est évidemment le nombre de DUI actifs, puisque ce sont ces usages-là qui déterminent tous les autres par la suite. Vous vous souvenez probablement dans les épisodes précédents qu'on avait un enjeu particulier cette année qui était d'atteindre une somme de 410 000 DUI actifs pour bénéficier du remboursement des 600 millions d'euros du Ségur médico-social par l'Union européenne. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette cible est aujourd'hui largement dépassée, puisqu'on est aujourd'hui, en tout cas fin avril ou début mai, à 530 000 DUI actifs déclarés par les porteurs de projets et 111 000 DUI actifs déclarés réputés conformes, c'est-à-dire déclarés à la maille de chaque établissement individuel. C'est à la fois un beau chiffre et en même temps, on sait qu'on a un potentiel de progression sur ces DUI actifs qui est très très important, puisqu'il ne représente qu'une portion minoritaire du nombre de la file active cumulée de tous les établissements financés. Mais après tout, à chaque jour suffit sa peine et c'est déjà en soi un beau résultat. Sur le rythme d'avancement des projets, c'est le dernier point sur lequel je souhaitais faire une emphase. On a aujourd'hui des délais entre le moment où le projet est financé et le moment où il démarre qui se raccourcissent très très vite avec fort heureusement un gros effet de rattrapage sur le démarrage des projets. Vous vous souvenez probablement que ça peinait énormément, y compris pour des projets 2021. Et bien maintenant, pour les projets 2021-2022, à part une ou deux exceptions, tous les projets sont enfin démarrés et une très grande majorité des projets 2023 ont également démarré avec des délais de démarrage, comme je le disais, qui se raccourcissent. Donc la chaîne d'embarquement dans l'avion ESMS numérique commence à être bien huilée. Le dernier point que je souhaitais mettre en avant, c'est évidemment là où c'est plus difficile, c'est qu'une fois que ces projets ont démarré, qu'ils ont passé la première étape de validation de leur paramétrage, arriver au bout reste aujourd'hui très très difficile, la progression reste modeste. Alors arriver au bout, ça veut dire quoi pour le médico-social? C'est très très ambitieux, c'est atteindre évidemment les 3 cibles d'usage du DUI actifs avec un projet personnalisé avec des événements d'agenda, mais aussi les cibles d'usage qui sont très élevées sur le dossier médical partagé, mon espace santé, et la messagerie sécurisée santé, puisque vous savez que pour qu'un projet soit déclaré au bout, il doit avoir atteint 70% d'usage sur ces deux cibles sur les services socles, ce qui est effectivement aujourd'hui, d'abord, on le voit bien pour tous les couloirs, mais en particulier pour le secteur médico-social, un défi qui reste encore largement à relever, avec en particulier sur la messagerie sécurisée santé, tout un tas de phénomènes à tous les niveaux, aussi bien du côté technique qu'aussi bien du côté de la facilitation des différentes procédures pour pouvoir s'inscrire dans les services et référentiels socles, et aussi bien aussi du côté des éditeurs et des maîtrises d'ouvrage. Encore beaucoup de sujets à résoudre, mais qui ne sont loin de là, malheureusement, pas tous spécifiques au secteur médico-social. Et je dirais que notre prochain défi collectif, c'est d'arriver à nous synchroniser entre couloirs pour que la messagerie sécurisée santé, qui est l'outil de communication entre professionnels et qui est porteur de l'espoir de décloisonnement entre ces différents couloirs,
puisse avancer de façon relativement synchrone entre les différents acteurs de ces nombreux couloirs sanitaires, villes, etc., etc., etc. Merci Didier, merci de finir sur ces notes de transversalité. On arrive à peu près au bout. On avait un dernier sujet, hein, si vous vous rappelez la petite pyramide que j'évoquais tout à l'heure. Tout ça, ça n'a de sens que si le socle de sécurité continue à monter en gamme. Et donc Christophe va nous dire juste un mot très rapide de où est-ce qu'on en est sur CARE et HospiConnect qui ont aussi pas mal avancé au cours du semestre. Tout à fait. Merci Benjamin. Je vais aller très très vite. Donc effectivement, hein, le plan d'action CARE est en train de se dérouler avec plusieurs actions qui sont en place. Donc des actions qui se répartissent sur plusieurs axes. Hein. Alors, évidemment, des axes assez généraux autour de la résidence, de la gouvernance, de la mutualisation. Un chiffre hein, qu'on voudrait citer, hein, qui est pour nous une vraie réussite, c'est le nombre d'exercices de crise hein, qui ont pu être réalisés dans les établissements depuis début 2023. Donc ils sont au-dessus de 2000. Hein, c'est plus de 70% des établissements aujourd'hui qui ont réalisé des exercices de crise qui ont été extrêmement importants hein, pour sensibiliser des acteurs qui n'étaient pas forcément et également pour roder un certain nombre de procédures et qui sont d'ailleurs avérées extrêmement positifs sur les établissements qui ont pu se faire attaquer depuis. Un autre point important hein, pour nous, c'est la mise en place hein, des centres régionaux de ressources cyber, les CRRC, qui vont nous permettre d'adresser des besoins plus dilués dans les régions, notamment au niveau du secteur médico-social. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont difficiles à accompagner de manière individuelle, et donc cette mutualisation sera importante. Deuxième sujet important pour nous, ça c'est le lancement de ce qu'on appelle les domaines opérationnels. Hein. Le premier d'entre eux a été lancé autour des annuaires d'entreprise et de l'exposition Internet. Donc le guichet a été clos il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, hein, les candidatures représentent à peu près 95% de l'activité combinée, 96% de l'enveloppe des établissements éligibles. Hein. Donc c'est une participation extrêmement importante des établissements qui a été très largement relayée hein, par les régions, les ARS, les grades, et on leur remercie pour toute la publicité et le soutien qu'ils ont fait autour de la candidature au programme. Et donc maintenant, on est dans la phase hein, de réalisation maintenant, pendant un an, hein, jusqu'à mars 2025, pour arriver à sécuriser ces deux éléments qui sont des éléments cruciaux hein, dans les chaînes d'attaque qu'on a identifiées sur les attaques récentes. Et puis, un élément donc, qui a été évoqué tout à l'heure hein, autour de l'usage hein, de ProSanté Connect dans le contexte des établissements, c'est ce domaine qu'on appelait HospiConnect, qui a pour objectif hein, d'utiliser ProSanté Connect pour permettre aux professionnels des établissements de se connecter au système numérique de santé donc à travers un des cibles qui reste à explorer aujourd'hui. Et donc, on fait pour cela des appels à projets. Le premier d'entre eux a été réalisé là, en ce début d'année. Il y a 15 lauréats qui sont affichés là. Alors, c'est très petit, je suis navré, mais vous pourrez les consulter dans les slides de manière plus détaillée. Et autour de 3 cibles hein, qui permettent de tester les différents scénarios. Toutes les cibles à attaque du multifacteur, parce que ça c'est une obligation hein, qui est imposée aux établissements à travers le RIE, mais avec des modalités différentes, donc soit sur l'accès au DPI, avec un enregistrement au RPPS des professionnels, soit avec du SSO, soit en mettant en place un dispositif d'identifiant tiers au niveau de ProSanté Connect, c'est-à-dire que l'établissement devient une zone de confiance, hein, un partenaire de confiance pour ProSanté Connect, ce qui est de nature à simplifier largement la connexion des professionnels au système qui s'appuieront sur ProSanté Connect, qui sera la généralité dans l'avenir. Donc là, cette expérimentation hein, va durer pendant 7 mois, hein, jusqu'à la fin de l'année, et va nous permettre de nourrir hein, ce qui sera la généralisation en 2025. Pour arriver à déployer hein, ce multifacteur dans tous les établissements. Je suis désolé, j'ai dû aller assez vite. Merci. Question avec plaisir. Effectivement, tu es allé très vite, mais tu permets de sauvegarder un petit peu le timing. Désolé, on a à chaque fois le même enjeu, hein, c'est de faire un 360 complet d'un programme qui est absolument gigantesque. On arrive au bout de cet exercice, hein, donc on a parlé à la fois du passé, du présent, du futur. On a ce troisième petit pas à franchir tous ensemble avec, je ne me rappelle plus tes mots, ordre et méthode, c'est ça, et énergie. Je crois que sur l'aspect des questions, alors outre le fait qu'on a un peu déjà dépassé le timing, j'ai l'impression que, merci d'ailleurs aux collègues qui l'ont fait, hein, il y a pas mal de réponses qui ont été apportées de façon écrite. Pour les autres, je vous renvoie d'une part aux différents webinaires qu'on a évoqués. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de l'ANS. On mettra dans la version des slides qu'on mettra en ligne, hein. Donc isanté.gouv.fr/webinaire
webinaire au pluriel ou avec vos interlocuteurs, entre guillemets, habituels des différentes task forces. Il y a tout un tas d'ateliers de travail qui vont se poursuivre en médecine de ville, en imagerie, en biologie, etc., avec les interlocuteurs habituels. Il nous reste à vous dire un grand merci à tous d'avoir été présents à ce 10e comité de suivi. Et on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, au prochain. Donc, on se donne rendez-vous en début décembre, donc le 4 décembre matin, pour le 11e comité de suivi sur le Ségur numérique. On espère que d'ici là, on aura plein de bonnes nouvelles à vous partager sur le déploiement de la vague médico-sociale, sur le lancement des différents dispositifs SONS du sanitaire qu'on a évoqués, sur Sentinelle qui continuera à apporter des réponses pertinentes aux usages. Et puis, d'ici là, vous avez toutes les informations sur le site de l'ANS. Et encore une fois, l'ensemble des équipes et des pilotes de task force sont à votre disposition. Merci à tous. Un très grand merci à tous. Et comme d'habitude, vous retrouverez donc le replay et les slides sur le site de l'ANS, je pense, d'ici ce soir ou demain. Merci à tous. Bonne journée tout le monde.